Bonjour à tous. Il était temps pour moi de faire une vidéo sur l'un des meilleurs livres que je n'ai jamais lu. C'est Le règne des marchands du temple de Marc Gabriel Draghi. Marc Gabriel Draghi qui nous donne les clés pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et en lisant ce livre, on comprend parfaitement bien que ce ne sont pas les chefs d'État des grandes nations qui nous gouvernent, mais bel et bien ceux qui les financent. Il faut savoir que la monnaie est une marque de souveraineté, et il est donc important de savoir quelle est l'institution qui est chargée de battre monnaie. L'objectif de la monnaie, normalement, c'est de faciliter la production et l'échange de richesses. C'est en réalité une innovation qui a permis d'arrêter le système de troc devenu trop contraignant et pas assez souple. La monnaie va alors devenir l'outil de base du capitalisme. Dès la création de la monnaie, certains grands penseurs voyaient déjà d'un mauvais œil cette nouvelle hégémonie de l'argent puisqu'il permettait, par certains stratagèmes, d'accroître plus facilement les inégalités entre les individus. La monnaie est aussi un instrument de pouvoir qui peut permettre de dominer son semblable, entraîner l'oppression, la mise en esclavage et la misère pour certains individus. Ces mêmes grands philosophes dénonçaient également l'usure, c'est-à-dire les prêts à intérêt, considérés comme contre nature, comme la face la plus abominable de la mauvaise fonction de l'argent. Depuis l'Antiquité, ceux qui détiennent le capital et qui contrôlent la création monétaire ont un objectif concernant l'argent, c'est que nous n'y comprenions rien. La pratique de l'usure fait des banquiers des escrocs. Avant Jésus-Christ déjà, Jules César s'était opposé frontalement à l'oligarchie financière de son époque en remettant le pouvoir d'émettre la monnaie au service du bien commun et du plus grand nombre, raison pour laquelle il fallait se débarrasser de lui. Jésus, quant à lui, refusait de créer de la monnaie à partir de rien, ex nihilo. Pour lui, la monnaie devait exclusivement avoir une valeur d'échange et qu'elle n'est pas un bien en elle-même, à la différence justement d'un pain ou d'un poisson. Une conception qui se pose à l'inverse de ce que font les banques modernes qui, elles, créent l'argent à partir de rien avec un simple jeu d'écriture. Donc on s'aperçoit que les évangiles dénoncent le pouvoir de l'argent. Jésus avait du mépris pour les maîtres de la monnaie. Il dénonçait les puissances financières et mettait en garde le monde sur les dangers d'idolâtrer l'argent, devenu le nouveau dieu d'une minorité malfaisant, en l'occurrence les élites juives. Pas acheter n'importe quoi dans le temple avec la monnaie romaine. Il faut des shekels, tu sais. Ce n'est pas cher, mais si ce pot ne te plaît pas, je vais t'en montrer un autre. Transformer la maison du Seigneur en marché, c'est une honte. Le marché conclu. On sera le même cours chez tous les autres changeurs, mon ami. Ça fait 10 shekels et demi. Prends-en 2 au lieu d'1, le Seigneur t'en récompensera. 2 beaux agneaux avant, 2 beaux bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Mes pièces d'or! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière! Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs! C'est un fou!
Un prophète. Regardez-le. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Il est vrai que durant de longs siècles, les Juifs ont pu pratiquer en Europe, à l'égard des non-Juifs, le prêt à intérêt, alors que cette pratique était officiellement et universellement interdite pour les chrétiens. Le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament considèrent l'intérêt comme un acte extrêmement grave, qui relève du vol, de la spoliation. Au cours des siècles, de multiples communautés juives vont jouer, en plus du commerce de l'usure, un rôle important dans les réseaux internationaux de commerce d'esclaves. Rien d'étonnant quand on sait que l'usure est le premier maillon des systèmes d'asservissement. Depuis l'époque des fondeurs d'or, nos banques modernes prêtent de la monnaie qu'elles n'ont pas, et en plus la charge d'intérêt. Et les fondeurs d'or aujourd'hui ont pris les noms de Goldman Sachs, JP Morgan, Solomon Brothers. Prêter de l'argent qu'on n'a pas. Ce mécanisme entraîne forcément une augmentation de la pauvreté. Les banquiers peuvent donc totalement manipuler l'économie. À l'époque du Moyen-Âge, Philippe le Bel reprochait aux crypto-banquiers juifs de pratiquer l'usure à des taux excessifs, entraînant la ruine de plusieurs milliers de paysans. Et c'est comme ça qu'il a expulsé les juifs, éradiqué les templiers, et s'est débarrassé des créanciers devenus bien trop encombrants pour le royaume dans un contexte de crise économique intense. Les banquiers ont donc par la suite opté pour une stratégie différente. Ils ont essayé de pénétrer les cercles proches des classes dirigeantes essentiellement par le mariage ou l'achat de titres de noblesse pour accroître encore davantage leur puissance. Puis avec les grandes banques italiennes, le pouvoir de l'usure a ressurgi et la comptabilité est née. En ce début de Renaissance, il n'était plus question de laisser l'exclusivité de la rente du crédit aux Juifs. Bref, du statut de méprisé au statut de rejeté pendant la période médiévale, les banquiers juifs ont obtenu une place prépondérante dans ce nouveau commerce international, où la traite négrière prenait une place importante. À la Renaissance, grâce à leur pénétration des classes dirigeantes par le biais de leur statut de faux catholiques, ils ont pu avoir une emprise réelle sur les politiques des dirigeants de cette nouvelle époque, bien plus favorable aux usuriers qu'au Moyen-Âge. À cette même époque, on se rend compte déjà que l'Église de Rome, le Vatican, était devenue une réincarnation des marchands du temple, avec l'instrumentalisation de la cause divine à des fins financières. En Angleterre, la reine Marie Ier Tudor, en tant que bonne catholique, ne supportait pas de voir cette émancipation des puissances d'argent et que la masse monétaire ne soit plus sous le contrôle direct de l'autorité royale. Et pourtant, en cette fin de XVIe siècle, le royaume anglais allait se révéler être le berceau du capitalisme financier moderne.
Mais avant cela, l'une des premières banques centrales était la Banque d'Amsterdam, créée en 1609 jusqu'en 1814. Les usuriers avaient pour objectif de contrôler définitivement la politique et l'économie britannique et d'obtenir la permission de créer une banque centrale indépendante afin de consolider et garantir les dettes que leur devait la Grande-Bretagne pour les prêts qu'ils lui avaient accordés. Ces prêts étant destinés principalement au financement des guerres qu'ils avaient eux-mêmes provoquées. Et c'est ainsi que la glorieuse révolution de 1688 a fait basculer l'Angleterre sous l'entière domination des usuriers et la première vraie banque centrale du monde a été la Banque d'Angleterre. Puis il y a eu les dynasties financières internationales, avec Mayer-Amscher Rothschild, né en 1743 à Francfort en Allemagne. On lui attribue cette célèbre citation « Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d'une nation et je me moque bien de savoir qui fait les lois. » Il s'est vite rendu compte qu'il était très rentable de prêter de l'argent aux puissants de l'époque. À sa mort, ses 5 fils, tout en restant unis, se sont répartis aux 4 coins de l'Europe. Une famille d'empereurs et de rois de la finance était née. La crise financière a entraîné en France la Révolution. Et cette révolution a été accueillie avec sympathie par beaucoup de banquiers. La Révolution aurait même permis de faire la promotion des banquiers. Elle est l'étape fondamentale de la prise de contrôle du pouvoir des usuriers contre le clergé et la noblesse. Oui, la Révolution française a permis d'étendre l'emprise des banques sur l'économie et la politique. L'argent a pris définitivement la place de Dieu. Et c'est en 1800 que la première véritable banque centrale privée en France a été créée à l'initiative de Napoléon Bonaparte, avec le soutien des puissants financiers qui ont agi sous la Révolution. Napoléon instaurait définitivement l'autorité des financiers sur l'État. Napoléon Bonaparte, très docile au départ avec ses usuriers qu'il avait installés, se rend compte rapidement quand même des effets néfastes de l'influence de ces grands banquiers sur l'économie française. Et oui, au fil du temps, Napoléon s'était logiquement aperçu des dangers de la dette liés à l'effort de guerre et aux enjeux du contrôle de l'émission monétaire par des banquiers privés. Car bien qu'il ait été mis au pouvoir par ces puissances de l'argent, il n'a jamais fait totalement allégeance à ce monde. On lui doit cette déclaration. Quand un gouvernement est dépendant de l'argent des banques, ce sont les banquiers et non les membres du gouvernement qui sont aux commandes. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie. Les financiers sont dépourvus de patriotisme et de décence. Leur seul objectif est le gain. À la même époque, le président des États-Unis, Thomas Jefferson, allié de Bonaparte, était en lutte contre la même caste des usuriers internationaux basés à la City. En 1806, Napoléon a procédé à une semi-nationalisation de la banque, ce qui n'était bien sûr pas du goût des banquiers internationaux. Mais le temps jouant souvent en leur faveur, les guerres leur permettaient de toute façon d'engranger des richesses importantes. Les Rothschild, en ayant investi les grandes places financières, se sont mis à commercer avec toutes les grandes têtes couronnées européennes. Une dynastie financière était fondée. En 1814, Napoléon abdiqua et laissa la place à Louis XVIII pour le bonheur des Rothschild. Nathan Rothschild, le londonien, s'est même permis de menacer les États-Unis d'une guerre si le statut de la Banque centrale n'était pas renouvelé. Nathan Rothschild, le londonien, était le Rothschild le plus important de l'époque. Il est connu pour son coup de poker financier lors de la bataille de Waterloo. Après Waterloo, Nathan Rothschild contrôlait non seulement la bourse de Londres, mais aussi la Banque d'Angleterre. Le XVIIIe siècle allait donc devenir le siècle Rothschild. Au XIXe siècle, la famille Rothschild avait déjà la réputation de contrôler la moitié de la richesse mondiale. En 1818, à Paris, la Banque Rothschild devient rapidement aussi importante que la Banque de Londres, même si Nathan avait toujours une longueur d'avance sur son frère James Rothschild. En dominant les deux grandes puissances européennes qu'étaient la France et l'Angleterre, les Rothschild et la City dominaient désormais le monde, et il ne leur restait plus qu'à prendre une bonne fois pour toutes le contrôle des États-Unis où le président Andrew Jackson combattait les banques. Le but de Jackson était donc de tuer la banque. Ça a été difficile, mais il a presque réussi. Les banquiers internationaux mettront longtemps à se remettre des coups donnés par Jackson et son successeur, le président Van Buren. Et les États-Unis sont entrés dans une ère de prospérité où le monde de la banque avait une influence réduite. En France, le roi Louis-Philippe était favorable aux financiers.
James Rothschild était très proche de la couronne. D'ailleurs, on dit que la gare du Nord à Paris a été construite avec l'argent de James Rothschild. Et qui était donc le vrai roi sous la monarchie de Juillet? Celui qu'on appelait le roi ou celui qui faisait les rois? James Rothschild gouvernait, par son influence, la France. À Paris, Vienne, Londres, Naples ou Francfort, les Rothschild dominaient. Ils étaient les maîtres absolus de l'Europe occidentale en ce milieu du XIXe siècle. Ils étaient les proches conseillers des rois et les fournisseurs de monnaie de tous les régimes. En 1836, le rabbin nommé Zvi Kalischer a demandé aux Rothschild, plus précisément à Anselme Salomon basé à Berlin en Allemagne, de racheter la terre de Palestine au roi d'Égypte afin d'y installer le peuple juif sur l'ancienne terre d'Israël. Ces réclamations lanceront quelques années plus tard le sionisme politique. Ce rabbin est mort en 1874 sans voir la réalisation de sa demande. L'Afrique du Nord aussi, elle subit la voracité des banquiers internationaux par la dette. Les usuriers vont évidemment utiliser plusieurs fois cette technique de la dette comme arme de guerre pour imposer leur volonté politique. L'endettement et la dette financière, c'est ce qui a permis aux financiers de reconquérir les États-Unis. Par conséquent, ils ont planifié la création et l'attisement d'un conflit, la guerre de sécession. Contrairement à ce que les historiens modernes font croire, l'esclavage n'était en rien une motivation centrale dans cette guerre. Le but des banquiers était de diviser et de conquérir cette nation nouvellement enrichie en provoquant une guerre civile. Mais Abraham Lincoln a compris qui tirait les ficelles de la guerre. Il a compris que le gouvernement doit créer, émettre et faire circuler la monnaie. La monnaie cessera alors d'être le maître pour devenir le serviteur de l'humanité. Et si Abraham Lincoln avait vécu assez longtemps, il aurait probablement mis fin au monopole des banques qui lui avait été imposé durant la guerre. Mais Lincoln a été assassiné. Le fils de Nathan Rothschild, Lionel, a été plusieurs fois élu à la Chambre des communes en Angleterre à partir de l'année 1847. En France, le fils de James Rothschild, Alphonse Rothschild, avait épousé sa cousine, la fille de Lionel de Rothschild, issue de la branche de Londres, comme la tradition familiale l'exigeait. En cette fin de XIXe siècle, nous allons entendre parler de l'une des plus grandes familles capitalistes du monde, les Rockefeller. Tout commence par le patriarche John Davidson Rockefeller, né en 1839 dans l'État de New York. Son père, William Rockefeller, un médecin sans diplôme, vendait des fioles d'élixir guérisseurs composés en fait d'eau et de sucre. John, lui, est à l'origine d'une compagnie de raffinerie pétrole, la Standard Oil. Rockefeller se met alors en tête de contrôler toutes les raffineries de pétrole des États-Unis. Les Rothschild l'ont d'ailleurs aidé. Parallèlement, en Angleterre, Natty Rothschild, fils de Lionel, gérait la succession de Cecil Rhodes, qui n'était lui aussi qu'un agent des Rothschild. On a donc la banque Lazard, JP Morgan, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Rothschild, Warburg et Rockefeller qui contrôlaient la vie politique et économique depuis la création de la Réserve fédérale. Il était temps pour ces banquiers de faire la guerre. Mais une guerre proportionnée à leur pouvoir, une guerre gigantesque, et il n'existait rien de mieux qu'une guerre pour créer la dette. La branche française des Rothschild ont prêté de l'argent aux Français. La branche allemande ont financé les Allemands. Les Rothschild britanniques ont aidé la Grande-Bretagne. Pour les États-Unis, ce sont les JP Morgan. JP Morgan, à la veille de la Grande Guerre, était déjà réputé d'être l'homme le plus riche des États-Unis. Mais l'accumulation des sommes d'argent n'était pas la seule motivation des puissances financières. En réalité, les banquiers allaient remodeler une partie du monde selon leur propre vision. Les banquiers, par la guerre qu'ils avaient eux-mêmes provoquée, souhaitaient aller vers un gouvernement mondial. En vrai, la Première Guerre mondiale était vraiment inutile et évitable. Sinon, c'est complètement con de se battre pour l'Alsace et la Moselle, vous ne trouvez pas? Pour ce qui est de l'entrée des États-Unis dans une guerre qui ne les concernait même pas, c'était surtout pour pousser à la création d'institutions politiques mondiales censées régler les conflits et éviter les boucheries, comme ça l'a été lors de la Première Guerre mondiale. Donc, les peuples étaient forcés à s'entretuer pour la prospérité des marchands d'armes et des financiers. Et quand on regarde les faits de manière objective, en fait, aucune des grandes nations impliquées dans cette guerre mondiale n'a acquis de bénéfices politiques et financiers importants résultant de ce conflit. Finalement, le grand vainqueur de cette gigantesque tragédie mondiale, c'est le mouvement sioniste. Quelques années plus tard, James Garfield a été élu président aux États-Unis. Dans un de ses discours, il nous dit
Quiconque contrôle le volume monétaire d'un pays est le maître incontesté de toute l'industrie et du commerce. Et quand vous réalisez que le système tout entier est facilement contrôlable d'une monnaie à une autre par des hommes très puissants appartenant à une élite, vous n'avez même pas à vous demander d'où viennent les périodes d'inflation et de dépression. Malheureusement, quelques semaines après cette déclaration, Garfield est assassiné en 1881. Pendant ce temps, Rockefeller devient l'homme le plus riche des États-Unis et l'un des plus puissants du monde. Et lorsqu'il a pris sa retraite en 1896, son fils, John Davidson Rockefeller Jr., reprenait l'entreprise. Bien d'autres dynasties de super-capitalistes sont nées dans ces mêmes années. Par exemple, celle des Warburg. Warburg, c'est le nom de banquiers juifs originaires eux aussi d'Allemagne. Ils soutiennent le mouvement sioniste et financent le nazisme en Allemagne. La Réserve fédérale des États-Unis a été créée par Paul Moritz Warburg, puis il devient directeur du CFR dès sa fondation en 1921 jusqu'à sa mort. La crise financière de 1929 a été en vérité causée par la Réserve fédérale et Paul Warburg en était incontestablement l'un des principaux instigateurs. Son frère, Félix Warburg, avait une fille mariée à Walter Nathan Rothschild. Et oui, la boucle est bouclée. Une chose est sûre, dans la famille Warburg, on savait se marier à de bons partis et à des gens appartenant à la même caste. Le fils de Paul Warburg, James Paul Warburg, était le conseiller financier de Franklin Roosevelt. James Warburg, connu pour sa déclaration de 1950, « Nous aurons un gouvernement mondial que nous l'aimions ou pas. La question est seulement si nous l'aurons par consentement ou par conquête. » Et l'un de ses petits-fils anglais, Sir Sigmund George Warburg, qui était une personnalité centrale de la City, et il a même été anobli par la reine en 1966. La famille Warburg militait au sein de ce mouvement politique appelé le sionisme, tout comme un bon nombre de grandes familles capitalistes, cosmopolites d'ailleurs, comme les Rothschild et les Rockefeller. Le sionisme, vous vous souvenez, un projet hérité de la demande du rabbin Kalischer à la famille capitaliste Rothschild, ce rabbin qui avait préconisé l'installation des Juifs en Palestine en achetant des terres. Pour Edmond de Rothschild, le sionisme, c'est un Juif américain qui donne de l'argent à un Juif anglais pour amener un Juif polonais en Palestine. Tout au long du XXe siècle, le sionisme va accompagner l'expansion du capitalisme financier moderne. Parmi les hommes forts arrivant à la tête de cette nouvelle élite capitaliste se trouvait John Rockefeller. En plus d'incarner le capitalisme financier américain, la famille Rockefeller, par son contrôle de la production pétrolière, va également rester comme l'un des noms récurrents organisant un nouveau politique, le mondialisme financier. Ce projet est un véritable agenda politique qui vise à concentrer et à monopoliser les richesses mondiales au profit d'une super élite internationale composant un gouvernement mondial dont ses dirigeants seraient des technocrates encadrés par des super capitalistes. L'empreinte des Rockefeller apparaîtra très souvent dans la grande marche de ce projet de nouvel ordre mondial. Comme les Warburg, la famille Rockefeller va s'illustrer notamment dans la mise en place de réserves fédérales aux États-Unis, dans la naissance de la Société des Nations puis de l'ONU, et dans les relations avec l'URSS et la Chine communiste, et surtout dans la participation active au projet mondialiste par le biais de la création de plusieurs think tanks comme le CFR, le Bilderberg ou la Trilatérale. Rockefeller va même créer une organisation pour étudier les causes et les préventions des maladies. Waouh, quel philanthrope! Et ce n'est pas tout. Il crée même une institution destinée à promouvoir l'éducation aux États-Unis sans distinction de race, de sexe ou de croyance, afin de promouvoir le métissage et le brassage des couleurs à travers les sociétés. La conquête féroce dans tous les secteurs du monde de l'argent, légitimée par cette fausse philanthropie, sera donc le programme Rockefeller durant ce XXe siècle. Maintenant qu'ils contrôlent stratégiquement le continent américain, leur but était de racheter les richesses créées et accumulées au fil des années par le peuple américain. Un grand financier du nom de John Pierpont Morgan était l'un des plus fervents militants pour imposer une banque centrale aux États-Unis. Il était déjà le banquier le plus puissant des États-Unis et le principal agent des Rothschild. JP Morgan a également participé à créer l'empire de la Standard Oil de Rockefeller. JP Morgan s'est arrangé pour organiser la faillite des banques aux États-Unis et proposer ses services afin d'aider l'économie américaine et les banques
avec la création d'une banque centrale. Les banquiers sont les ennemis du bien commun. Les banquiers sont capables de provoquer une succession de booms et de crashs économiques. Ces grandes dynasties, qui choisissent la voie de la consanguinité et du mariage entre familles capitalistes pour se maintenir en haut de la pyramide, se réunissaient secrètement pour établir leurs lois bancaires. Pour ce qui est du candidat soutenu par les banquiers, Wilson est élu président des États-Unis. Wilson, président des États-Unis, a lancé l'idée de la Société des Nations que les États-Unis n'intégreront d'ailleurs jamais. Et c'est lui qui a signé le décret de création de la Réserve fédérale en 1913. La Première Guerre mondiale a été l'occasion aussi de terrasser les dernières puissances s'opposant à la volonté des banquiers internationaux. La Grande Russie restait la dernière grande nation européenne à refuser l'instauration d'une banque centrale privée. On se demande pourquoi certains hommes parmi les plus riches du monde ont financé un système censé combattre le capitalisme, c'est-à-dire la même machine qui les avait enrichis. En vérité, le communisme, ou plus précisément le socialisme, n'est pas le mouvement des masses opprimées, mais bien celui de l'élite économique. En fait, les très riches ne se contentent pas seulement de leur propre fortune, mais ils veulent contrôler celle du monde entier. Pour ça, ils peuvent très bien renverser les gouvernements en place et établir une dictature mondiale. Mais il arrive parfois que les révolutionnaires, sponsorisés par les financiers, deviennent incontrôlables et se mettent au service des peuples. Mais dans la plupart des cas, ils arrivent quand même à contrôler leurs créatures. Donc en Russie, les usuriers ont essayé de contrôler des groupes révolutionnaires communistes en leur envoyant des grandes quantités d'argent s'ils se montraient dociles. L'une des figures importantes en Russie pendant la révolution bolchevique était celle de Trotsky. En réalité, Trotsky était pour une dictature mondiale. Il était un mondialiste. Il connaissait bien le monde financier puisqu'il était soutenu par l'élite financière qui dirigeait les États-Unis. Le fondateur de la banque Dunlop & Company, Schiff, était le principal financier des révolutions russes. Les Britanniques ont profité de cette guerre mondiale pour instaurer un foyer sioniste en Palestine. Les populations arabes ne faisaient pas le poids face au mouvement sioniste, largement sponsorisé par les puissances d'argent internationales. Le souhait du rabbin Kalischer était enfin exaucé, 81 années après sa demande. Et c'était bien un Rothschild qui a établi un foyer sioniste en Palestine, et le sionisme n'allait plus quitter la Terre Sainte depuis. Pour imposer cette colonisation illégitime, il était impératif d'isoler, de réduire, d'exclure la société arabe palestinienne pour permettre l'émergence d'une société exclusivement juive, avec ses classes, son marché, ses institutions. Pendant ce temps, en Europe, la Première Guerre mondiale s'était terminée avec la défaite de l'Allemagne qui avait entraîné avec elle la chute de ses principaux alliés, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. À la fin de ces 4 années, la guerre s'était révélée être une des plus terribles boucheries de l'histoire. L'Allemagne était ruinée et humiliée, mais bizarrement les grandes banques allemandes nageaient encore dans l'opulence. En réalité, les troubles allemands ont cessé quand Berlin a accepté explicitement le colonialisme financier et économique de Wall Street. Les usuriers créeront ensuite, en Suisse, la Banque pour le règlement international des comptes, la BRI. Ce nouvel établissement était en quelque sorte une banque centrale des banques centrales. Elle devait faciliter les paiements des réparations des dettes de la Première Guerre mondiale, car il suffisait d'effectuer un virement du compte d'un pays sur le compte d'un autre pays, dans la mesure où les deux pays disposaient chacun d'un compte dans cette banque. Les banquiers se suivraient une fois de plus. D'ailleurs, Ford, le maître de l'automobile, disait « Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. » Ce milliardaire était lui-même phobique de l'influence des élites juives sur les affaires économiques américaines. Il menait une campagne anti-israélite où il les accusait de vouloir dominer les non-juifs, d'accaparer le commerce et la banque, d'envahir la presse, le théâtre, le cinéma. Dans son journal qu'il avait créé à l'intention de ses ouvriers, il reproduisait des extraits des protocoles des sages de Sion, que beaucoup présentaient comme le plan juif de destruction de l'économie mondiale et d'asservissement du monde. Il focalisait ses attaques sur tous les juifs, en oubliant que certains juifs étaient prolétaires. Ford voulait même se présenter au présidentiel et amener le débat. Mais les grands partis américains, les républicains et les démocrates, l'industrie, la banque et la bourse se sont dressés comme un seul homme contre cette candidature. Donc il n'a pas insisté et il y a renoncé de lui-même. Et puis un beau jour, il a eu un accident. Ou bien un attentat, chacun se fera son opinion. En tout cas, il s'est rétracté tout de suite après. Est-ce que sa rétractation était sincère ? Rien n'est moins sûr.
Dès cette époque, la gouvernance mondiale a été l'un des thèmes principaux abordés lors de la conférence de Paris juste après la guerre. Lorsque Warren Harding est devenu président des États-Unis en 1920, il a tué dans l'œuf la Société des Nations, projet de la finance mondialiste, ce qui n'était pas du tout du goût de tout le monde, si bien qu'il est mort subitement. On se demande bien pourquoi. L'ancien président Theodore Roosevelt avait annoncé avant sa mort que ces banquiers internationaux et les représentants des intérêts de la Standard Oil de Rockefeller contrôlaient déjà la majorité des journaux. Cette petite cabale des puissants banquiers internationaux dirige virtuellement le gouvernement américain dans le seul but de servir leurs propres intérêts. Le krach de 1929 n'était pas accidentel, mais bien orchestré par ces banquiers internationaux qui cherchaient à rendre la situation désespérée dans le but qu'ils puissent paraître être les seuls à pouvoir nous diriger. C'était juste un divertissement pour eux. Et alors que des milliers d'Américains étaient tombés dans une profonde misère, des millions de dollars servaient à reconstruire l'Allemagne et à financer un certain Adolf Hitler et son parti nazi. C'est ce que dénonçait en tout cas l'Américain McFadden, lui aussi mort subitement en 1936. Après le krach de 1929, il fallait de toute façon financer une nouvelle grande guerre qui était dans les petits papiers des usuriers internationaux depuis la fin du premier conflit. Franklin Delano Roosevelt, lui, allait s'affirmer comme le prototype même du politicien au service des banquiers. Henry Ford soutenait le parti nazi. Dans ce soutien à Hitler, il s'alliait sans trop le savoir avec les mêmes puissances qu'il dénonçait et pensait combattre. Il voyait en Hitler celui qui s'attaquait aux juifs parasites et destructeurs. On peut se demander si ce génie de l'automobile, à force de dénoncer le système de l'argent roi, ne s'était pas transformé en un rival envahissant jaloux plutôt qu'un véritable opposant. Revenons à Franklin Delano Roosevelt. Son discours d'investiture se voulait celui d'un opposant aux usuriers. Et c'est évidemment pour satisfaire l'opinion publique américaine alors exaspérée par les pratiques des milieux bancaires. Young, agent de JP Morgan, était pourtant l'un de ses principaux financiers. Hitler était arrivé au pouvoir dans son pays à peu près et quasiment en même temps que Franklin Delano Roosevelt aux États-Unis. Les banquiers qui avaient soutenu Hitler étaient précisément ceux qui avaient soutenu l'élection de Roosevelt. En 1937, les États-Unis étaient déjà embourbés dans une grave crise économique. Seule une guerre mondiale pouvait encore sauver le capitalisme américain. Et en 1939, les plutocrates ont mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour faire pression sur Hitler et l'inciter à lancer une guerre. Tout comme le nazisme, le fascisme de Mussolini était encouragé par une alliance internationale de financiers qui souhaitaient un conflit majeur. Pourtant, les soutiens financiers et politiques de Mussolini n'allaient pas hésiter à le trahir à la première occasion. Il a fini par se retrouver pendu à un pont. Avant même l'accession d'Hitler au pouvoir, le capitalisme financier américain contrôlait quasiment tous les secteurs d'importance stratégique de l'industrie allemande. Les grandes banques allemandes étaient elles aussi sous le contrôle américain. Et lorsque le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier, sa candidature avait été étudiée à la loupe par les nouveaux maîtres de l'Allemagne, les banquiers américains. Hitler annonçait immédiatement qu'il refusait de payer les réparations de guerre. Aucune objection n'a été soulevée par les banques. Étonnant, non ? La même caste de banquiers internationaux, qui avaient soutenu la révolution bolchevique en 1917, et qui donc avaient fait beaucoup de bénéfices sur l'établissement de la Russie soviétique, allait soutenir la machine de guerre allemande de la même manière, en profitant de la politique de réarmement de l'Allemagne. En vérité, ce sont les Warburg et les Rockefeller qui sont accusés d'avoir planifié et financé la prise de pouvoir d'Hitler en 1933. En retour de ce soutien de mener une politique étrangère agressive et remuer l'idée d'une revanche sur la France. Le mouvement sioniste qui disposait officiellement des terres en Palestine depuis 1917 collaborait également de manière surprenante avec l'Allemagne nazie. Ces deux mouvements politiques, ayant les mêmes soutiens, étaient inévitablement faits pour s'entendre. L'antisémitisme revendiqué par le régime nazi ne dérangeait apparemment pas du tout les autorités sionistes. En fait, les nazis voulaient que les juifs quittent l'Allemagne, et les sionistes voulaient qu'ils émigrent en Palestine. Or, la plupart des juifs allemands de l'époque préféraient rester dans leur pays. À l'évidence, le fait de sauver les juifs n'était pas la priorité de celui qui sera 10 ans plus tard le père fondateur de l'État d'Israël, Ben Gurion. Peu importait la mort de milliers d'innocents, seule la cause qu'il défendait était juste.
Seuls les juifs les plus riches ont pu partir en Palestine. Le nazisme était donc favorable au sionisme. Quant aux plus pauvres, qualifiés de racailles juives, ils ont été assassinés. Et les banquiers internationaux, sympathisants et soutiens ardents du mouvement colonisateur sioniste, en plus d'avoir contribué au financement du nazisme pendant les années 30, ils vont également participer à l'effort de guerre allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toujours dans les années 30, la colère grandissait en France contre les milieux financiers. Alors pour calmer leur colère, les banquiers et leurs agents politiques ont lâché un peu de lest afin de conserver leur pouvoir. Ils ont instauré les congés payés et la semaine de travail de 40 heures, ce qui a permis de liquider d'ailleurs le budget de l'armée pendant qu'Hitler, lui, devenait de plus en plus menaçant. La Deuxième Guerre mondiale avait donc comme objectif de détruire définitivement le modèle politique de nation en Europe, né et hérité de l'Antiquité. La nation ou la patrie étant un système encore bien trop protecteur pour les peuples et ne permettant pas aux banquiers d'exercer pleinement leur cupidité, il était temps de l'éliminer. Leurs créatures, les Hitler, Staline, Churchill, Roosevelt, pouvaient entrer en scène et l'acte de la Seconde Guerre mondiale pouvait commencer. Au moment de la déclaration de guerre, Pétain savait déjà qu'il allait être le chef de la France. Il fallait désormais à nouveau entraîner les États-Unis dans le conflit afin de générer à nouveau davantage de destruction, de dettes et de gros profits en retour. Puis les financiers internationaux allaient contrôler désormais presque totalement les bases de l'industrie pétrolière. Une énergie qui allait être pour eux une arme de corruption et d'influence sur les différentes nations du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Yalta avait permis le partage du monde entre 3 grands chefs d'État, Churchill, Roosevelt et Staline, à la solde des usuriers. L'étape suivante du nouvel ordre mondial pouvait alors commencer. L'oligarchie financière a compris très vite qu'elle devait contrôler la région où se trouvaient les plus grandes réserves du pétrole mondial pour contrôler le monde. La stabilité de l'Arabie Saoudite faisait partie des intérêts vitaux des États-Unis qui assuraient en contrepartie la protection de la famille Saoud et accessoirement celle du royaume contre toute menace extérieure. Bien sûr, tout est fait pour que nous ne sachions rien des véritables acteurs et de leurs pratiques sur les affaires du monde. Il existe un obscur pouvoir derrière le rideau. Le CFR par exemple, supposé être un forum tout à fait innocent d'intellectuels, d'hommes d'affaires et de politiciens, détermine en fait la politique étrangère des États-Unis. Sans parler des familles qui contrôlent ces institutions financières. Il contrôle les maisons d'édition, on élimine les ouvrages indésirables, il contrôle les journaux importants. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'on voit apparaître la création de la Communauté économique européenne qui deviendra l'Union européenne, mais également de l'OTAN. Mais cette centralisation de l'économie mondiale ne pouvait se faire que grâce à une banque centrale mondiale, une monnaie mondiale, et la fin des indépendances nationales, et plus tard l'Organisation mondiale du commerce. Tout un système destructeur, instauré au seul profit des usuriers internationaux. Le monde n'était même pas encore sorti de la guerre que les Alliés se réunissaient déjà pour réfléchir à un nouvel ordre financier mondial. La France réussit néanmoins, à l'époque du général de Gaulle, à faire que le pouvoir politique reprenne en main la question monétaire. Cette politique monétaire souverainiste et populaire a apporté pas mal de progrès sociaux et économiques à la nation française, même si des hommes comme Mendes France essayaient de garder la France sous la tutelle financière des États-Unis. De Gaulle a donc proposé une loi, celle de nationaliser la Banque de France. Cette période était appelée quelques années plus tard les 30 Glorieuses. C'était donc une période de plein emploi et de répartition des richesses assez égalitaire. Mais le paysage bancaire français contrastait quand même avec le mouvement mondial qui allait progressivement imposer le contrôle total des financiers sur l'économie du monde. Les accords de Bretton Woods de 1944 permettaient la concentration des pouvoirs de la finance mondiale. Pour la première fois, un accord international a été signé pour régir l'ensemble de la politique monétaire mondiale. Les États-Unis et surtout la Réserve fédérale deviennent alors les maîtres absolus de l'économie mondiale. Seul le dollar était convertible en or. Dans ce système de Bretton Woods, on retrouve la Banque internationale de reconstruction et de développement, mais aussi le FMI. Charles de Gaulle qualifiera plus tard ce privilège monétaire de pouvoir exorbitant. On a aujourd'hui découvert qu'il y avait un lien entre le mouvement européen et l'OSS, c'est-à-dire les services secrets américains ancêtres de la CIA. Dès le départ, il ne s'agit pas d'un projet d'une coopération des peuples européens pour assurer la paix.
mais au contraire le projet d'une hégémonie financière anglo-américaine sur l'Europe. Jean Monnet, présenté souvent comme le père de l'Europe, était l'incarnation parfaite de la créature politique de l'oligarchie financière. Le général de Gaulle se méfiait de lui autant que de l'Europe. On le sait maintenant, Monnet était très proche des institutions américaines et des groupes financiers anglo-saxons. Il était même un agent de la CIA. Durant toute sa vie, il disait que les États-nations étaient inutiles et même dangereuses pour le maintien de la paix. La fameuse communauté européenne du charbon et de l'acier voit le jour en 1951. La destruction des États souverains pouvait alors commencer. En 1957, on a le droit au traité de Rome, instituant la communauté européenne. L'oligarchie financière internationale voyait donc d'un bon œil l'ouverture des frontières européennes, et l'indépendance de la France était réellement en danger. Quant au projet sioniste, il allait se développer considérablement après la guerre. Le sionisme avait continué de bénéficier d'importantes aides financières, mais aussi de soutien politique et diplomatique important, émanant essentiellement du monde anglo-américain. Avec la proclamation de l'État d'Israël en 1948, le vœu du rabbin Kalischer exposé au Rothschild de Berlin se matérialisait encore davantage à la face du monde. Le sionisme s'était imposé au fil des années par la force de l'argent, et cela au détriment de l'ensemble des populations palestiniennes. Puis il y a eu la guerre du Vietnam. Le but n'était pas de la gagner. Elle était souhaitée par les banquiers centraux pour le bénéfice qu'ils pouvaient tirer des prêts qu'ils accordaient pendant l'effort de guerre. Et il y avait des mouvements de jeunesse comme les hippies et le festival de Woodstock qui contestaient le bien fondé de cette guerre qui ne servait en réalité que les intérêts du grand capital. Et c'est de là que la CIA a inventé le concept de théorie du complot, concept encore très à la mode de nos jours. Ce concept de théorie du complot consistait à discréditer toute critique sérieuse de la propagande de guerre et du complexe militaro-industriel. Ce concept allait s'amplifier encore avec l'assassinat du président Kennedy parce que beaucoup d'Américains étaient assez sceptiques. La Chine, elle, allait jouer le rôle d'usine du monde. Et dans ce pays, au diable les 8 heures de travail par jour. La Chine communiste était le meilleur allié de l'oligarchie financière anglo-américaine. Par la force et la violence, ils ont imposé aux Chinois un programme de rééducation et d'asservissement. La société chinoise était entièrement au service du capitalisme mondialisé. Le règne de Mao Tse-tung était financé par David Rockefeller. D'ailleurs, la Chine est toujours un pays ami des financiers anglo-américains. Aux États-Unis, les années 60 sont marquées par l'arrivée au pouvoir de John Kennedy. Son père connaissait bien le milieu financier, mais il n'a jamais fait partie du milieu financier de Wall Street. D'ailleurs, il paraîtrait même que la famille Kennedy avait un projet visant à démanteler complètement la réserve fédérale. La famille Kennedy était au courant du caractère frauduleux et antidémocratique du système de la réserve fédérale. John Kennedy a donc tenté de mettre un terme aux privilèges des usuriers. John Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963, officiellement par un tireur isolé lui-même abattu à sa sortie du commissariat. Mais qui se cache derrière ce système tellement puissant qu'il peut faire assassiner un président américain? En tout cas, c'est toujours un secret bien gardé et une quantité importante d'archives concernant la mort de John Kennedy ont été englouties sous les décombres du World Trade Center. Pas de bol. Beaucoup d'Américains étaient sceptiques et pensaient que de hauts dirigeants américains de la politique et des affaires, désignés comme l'État profond, étaient impliqués dans ce crime. Il fallait donc enrôler les médias pour tenter d'attaquer et de ridiculiser de telles critiques en les traitant d'adeptes de théories de la conspiration de la même manière dont on poursuit encore aujourd'hui les malheureux qui s'interrogent sur la version officielle d'un événement. Une chose est sûre, c'est qu'il existe un lien évident entre la mort du président Kennedy et sa tentative de reprendre le pouvoir sur la banque. Toujours à la même période, l'empire colonial français était en proie à une décolonisation douloureuse, due en partie à l'incompétence et à la malhonnêteté chronique de la classe politique française. Pour De Gaulle, les Américains se prenaient pour les gendarmes du monde monétaire. Le général, en plus d'être souverain, ne voulait plus de cette dette et militait pour un retour complet au standard or. Mais en plus, il dénonçait la guerre sioniste, comme s'il avait senti inconsciemment qu'il fallait endiguer à la fois le capitalisme financier anglo-saxon et le projet sioniste. Coïncidence ou non, De Gaulle est définitivement chassé du pouvoir 2 ans après ses critiques publiques du système financier international. Le pétrole était et est acheté en dollars. Le pétrole
et le dollar vont donc avoir des destins très liés. En 1973, Kissinger, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, déclarait « Celui qui contrôle l'énergie peut contrôler les continents. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde. » C'est en mai 1973 qu'un groupe de 84 des plus influents politiciens et de banquiers internationaux se sont rencontrés sur une île en Suède. Cette rencontre était en fait une réunion du groupe Bilderberg fondé un peu plus tard. La politique de Bilderberg consistait à déclencher un embargo pétrolier mondial pour forcer une augmentation spectaculaire des prix mondiaux du pétrole, sachant qu'une hausse du prix du pétrole équivalait à une hausse de la demande en dollars américains pour financer ce pétrole devenu indispensable. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie se mettent à envahir Israël en déclenchant ce qui allait devenir la guerre de Kippour. Mais en vérité, cette guerre a été organisée par Washington et Londres avec Henry Kissinger. Le premier choc pétrolier mondial est ainsi déclenché. Et alors que le choc pétrolier préparé par Kissinger avait eu des conséquences dévastatrices sur la croissance industrielle mondiale, il a permis, à l'inverse, aux grandes banques de New York et de Londres de réaliser d'énormes bénéfices. À cause de l'augmentation du pétrole, plusieurs grandes nations étaient en train d'aller vers le développement d'une filière énergétique alternative beaucoup plus efficace et moins chère, l'énergie électrique nucléaire. Les convictions écologistes étaient alors soigneusement manipulées par les milieux financiers et industriels anglo-américains qui ont réalisé une véritable propagande pour s'attaquer à l'énergie nucléaire. Après la mort de De Gaulle, la France retombait sous l'influence des financiers. Et oui, c'est un ancien employé de la banque Rothschild qui devient président de la République, Georges Pompidou. À partir de 1974, l'État français commençait à s'endetter. Giscard d'Estaing était lui directeur de la compagnie financière Edmond Rothschild. Avec Pompidou et Giscard d'Estaing, la Banque de France abandonnait sa fonction de service public de créateur monétaire. Et donc, ça a permis l'accroissement de l'endettement de l'État français. Pompidou n'était qu'un valet de la féodalité financière. À l'occasion du traité de Maastricht, puis du traité de Lisbonne, la souveraineté monétaire française a été transférée à la Banque centrale européenne de Francfort. Francfort, oui, le berceau des Rothschild. Comme quoi l'argent suit souvent le même chemin. Quant au dollar, il est en réalité la plus gigantesque fraude de l'histoire. Une monnaie de singe, ou celle du diable, qui permettent à la finance internationale de racheter le monde et d'augmenter toujours plus ses profits. Certes, depuis plusieurs décennies, le dollar américain est, de fait, la monnaie mondiale, et pourtant elle n'a pas arrêté de perdre de la valeur. Et cette monnaie, on le sent bien, va finir par s'effondrer dans un avenir proche. Car en vérité, le dollar n'est pas la monnaie des Américains, mais la monnaie de la Réserve fédérale. Le dollar sert donc exclusivement les intérêts de la Réserve fédérale, et plus généralement ceux du capitalisme financier mondialisé. D'ailleurs, quelle est la signification de ce dollar ? Pourquoi un S barré d'une ou deux barres ? Pourquoi ce symbole est-il devenu le symbole de la monnaie américaine ? Pourquoi la lettre S et pas la lettre D ? En fait, ce serait une référence à la culture maçonnique des pères fondateurs des États-Unis, et plus précisément à la monnaie du Temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qui est mentionné sur ce billet ? Le Novus Ordo Seclorum Annuis Queptis, le nouvel ordre pour les siècles, notre projet réussira. Quant aux dettes nationales de la France, des États-Unis et des autres pays du monde, ce sont en fait de gigantesques arnaques qui prospèrent à cause de la lâcheté et de la cupidité de nos politiques. En contrôlant la dette des États, les banquiers internationaux peuvent tenir les politiques dans leurs mains et leur imposer leurs conditions. On dit « la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit ». Dans les années 80, on verra deux grandes personnalités politiques, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, deux grands champions et agents politiques de la finance internationale. En Angleterre, durant l'ère Thatcher, les riches s'enrichissaient et les pauvres s'appauvissaient. Sans Thatcher, la City n'aurait pas pu devenir le monstre financier qu'elle est maintenant. Et face à la frénésie financière de l'Occident, il existe un non-dit en Europe, plus particulièrement en France, qui doit être soulevé. L'Afrique, terre de richesse considérable en matières premières, mais aussi en moyens humains, sert depuis longtemps de base arrière au système financier mondial. Son exploitation, son pillage
et la corruptibilité de ces élites sont les conséquences d'un tabou. Ce silence complice est celui de l'esclavagisme monétaire. Bien sûr, cet asservissement monétaire est mondial, mais il touche prioritairement et lourdement le continent africain, qui se trouve, lui, tout en bas de la pyramide du système capitaliste mondialisé. C'est important de traiter le problème de ce néo-esclavagisme monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui a été imposé en partie par la France, mais surtout par les grands industriels et financiers internationaux. Ce système qu'on appelle France-Afrique n'est pas limité aux anciennes colonies françaises. Il vaut pour la totalité de l'Afrique, essentiellement noire. Pour comprendre le poids de l'asservissement monétaire des peuples africains, il est nécessaire de s'intéresser à l'une des monnaies de nombreux pays africains, le franc CFA. Je vous laisserai aller voir sur ma chaîne YouTube la vidéo qui traite du franc CFA. Le décret du franc CFA a été signé par De Gaulle, qui savait bien d'ailleurs à ce moment-là qu'il mettait sous perfusion les économies africaines concernées. Donc il faudrait abroger le franc CFA pour redonner une réelle souveraineté monétaire aux pays utilisateurs du franc CFA. Or, ce n'est évidemment pas la volonté des usuriers internationaux. Pour être honnête, la France et désormais l'Union européenne escroquent les pays africains depuis la création de cette monnaie. La vérité, c'est que le franc CFA permet à la France, ou plutôt l'Union européenne aujourd'hui, d'acquérir cacao, bois, bananes, uranium et l'or des Africains sans sortir une devise. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est fait pour que l'Afrique se relève. Elle est en réalité le continent laboratoire du capitalisme financier mondialisé. Il existe évidemment des exemples d'insoumissions africaines face aux banquiers internationaux. C'est d'ailleurs toute l'histoire du Burkinabé Thomas Sankara qui est un modèle pour l'Afrique et le monde. Très vite, après sa prise de pouvoir dans ce qui était encore la Haute-Volta, il dénonçait férocement l'escroquerie de la dette du tiers-monde. Thomas Sankara, président révolutionnaire du Burkina Faso, demandait le réveil et l'union à ses pairs africains. L'Afrique n'a en réalité jamais été décolonisée et Sankara l'avait bien compris. C'est tout naturellement que Sankara a rebaptisé son pays le pays des hommes intègres. Il parlait comme d'autres Africains tels Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah d'indépendance réelle de l'Afrique, de construction d'une Afrique libre et digne, de justice sociale, d'égalité, d'unité africaine et de souveraineté des peuples. Il avait compris qu'une dette injuste ne devait pas être remboursée. On le surnommait le Tché africain. En refusant de payer la dette, Sankara avait signé son arrêt de mort. Il savait qu'il prenait des risques en contestant l'impérialisme financier, les maîtres et bénéficiaires de ce système d'endettement. Sankara dénonçait même le système de la dette bien au-delà des pays africains. Il disait que les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique, mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. 2 mois et demi après ce fameux discours, il a été assassiné. Pas besoin de se demander à qui profite ce crime. Et Mitterrand a joué un rôle dans l'élimination de cet ennemi de la finance. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples
pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que, au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre
équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club, parti d'Addis Abeba, devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale. Ces grands banquiers internationaux ont mis en place des institutions et organismes qui allaient œuvrer dans leurs intérêts et qui allaient former les personnalités politiques, médiatiques et économiques. Le gouvernement mondial est annoncé en toute transparence par George Bush le père en 1991. Pour mettre en place ce gouvernement mondial, l'une des organisations les plus officielles est le CFR. C'est une organisation américaine qui rassemble depuis sa création des leaders politiques ou économiques de haut niveau, comme George Bush le père, Henry Kissinger ou David Rockefeller, presque tous les présidents américains depuis le début du XXe siècle, mais aussi Michel Rocard qui a été Premier ministre en France et bien d'autres. Le CFR se définit comme un think tank, un club de pensée non partisan américain ayant pour but d'analyser la politique étrangère des États-Unis et la situation politique mondiale fondée en 1921. Ça n'a jamais vraiment été caché que le CFR vise l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Un autre organe important préfère lui organiser ses activités dans la pénombre et l'obscurité. Il s'agit de Bilderberg. Le groupe Bilderberg est également un important think tank fondé un peu plus tard, en 1954. Il est sans doute le plus puissant des réseaux d'influence de l'oligarchie financière. Il rassemble des personnalités de tous les pays, leaders de la politique, de l'économie, de la finance, des médias, ainsi que quelques scientifiques et universitaires. Le groupe de Bilderberg est un véritable prototype de gouvernement mondial. Le président et le cofondateur a été pendant très longtemps David Rockefeller. Les rencontres annuelles de Bilderberg rassemblent la crème de l'élite capitaliste d'Europe et d'Amérique pour des délibérations secrètes et des discussions politiques. La conférence de Bilderberg vise, elle aussi, à instaurer un gouvernement mondial en motivant l'abandon des souverainetés nationales. Plusieurs politiques français des années 2010 ont participé à ces conférences du Bilderberg, comme Manuel Valls, Alain Juppé, François Fillon. Enfin, il nous reste à étudier la trilatérale, comme grande institution de l'oligarchie financière mondialiste. C'est une organisation privée, créée en 1973, à l'initiative toujours de David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, et regroupant des hommes d'affaires, des hommes politiques, des intellectuels. Le but de la trilatérale est de promouvoir et de construire une coopération politique et économique entre l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Il s'agit aussi d'une organisation promouvant la doctrine mondialiste. Démantelé et humilié après la Seconde Guerre mondiale, le Japon devient lui aussi un vassal de l'oligarchie financière américaine. La mission de la Banque du Japon est en réalité très simple, fournir une monnaie de soutien pour le dollar. Les banques américaines, notamment la Goldman Sachs, aident à la création d'une monnaie unique pour l'Europe, l'euro. Et comme le yen japonais,
Le but de l'euro était de soutenir le dollar et d'enchaîner les pays européens. Cette monnaie unique européenne allait servir à anéantir politiquement les nations européennes si détestées par les usuriers cosmopolites. Un tout petit oui lors du traité de Maastricht en 1992 a permis d'imposer le principe de la monnaie unique en 1999 pour ce qui concernait les transactions bancaires, puis en 2002 pour l'euro fiduciaire. Depuis cette date, les pays d'Europe vivent sous le régime de l'aristocratie. Après 15 ans sous le règne de l'euro, nombreux sont ceux qui tirent un bilan négatif de cette monnaie unique. Le discours officiel sur l'euro des banques, des médias, des politiques prétendait que la monnaie communautaire allait améliorer la situation économique globale des pays. Or, de nos jours, il est certain que l'euro a joué un mauvais tour à l'économie française et à l'économie des pays européens, sauf peut-être l'Allemagne. Pour la Grande-Bretagne et la City de Londres, pas question une seule seconde d'intégrer cette formidable zone euro, mais elle gardait la main quand même sur la Banque Centrale Européenne. À partir des années 80, le système offshore britannique s'est emparé de l'économie mondiale pour mieux s'y substituer et devenir le système lui-même. Puis, un événement terrible, l'attaque du World Trade Center du 11 septembre 2020 va inaugurer le début du XXe siècle. Cet événement qui a permis pour certains de réaliser quelques opérations financières fructueuses. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Larry Silverstein ? Pour la plupart d'entre nous, ce nom n'évoque pas grand-chose. Et pourtant, il est célèbre aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre. Ce milliardaire américain doit sa gloire médiatique à l'acquisition du bail du World Trade Center quelques mois avant l'attentat. En réalité, le World Trade Center était une réserve à amiante vouée à la destruction. Mais le coût de destruction étage par étage était trop important. Voilà pourquoi le World Trade Center se tenait encore debout avant le 11 septembre. Quelques semaines avant l'attentat, Silverstein a décidé de changer d'assurance pour que celle-ci le rembourse en totalité en cas d'attaque terroriste, et même le montant des travaux qu'il aurait à réaliser par la suite serait pris en compte. C'était une bien belle intuition de la part du milliardaire, car 6 semaines plus tard, 2 avions s'écrasent sur les tours jumelles du World Trade Center. Et comme ce n'était pas un avion, mais 2 avions, il s'est fait rembourser pour 2 attentats. Pour Larry Silverstein, ce 11 septembre 2001 était un jour béni. On constate également qu'après le 11 septembre, les plus grosses banques de Wall Street ont réalisé des profits gigantesques. Ce qui est sûr, c'est que les attentats du 11 septembre ont surtout servi de prétexte au complexe militaro-industriel américain pour attaquer l'Irak de Saddam Hussein. Et oui, le leader irakien s'était malheureusement permis d'évoquer une possible vente du pétrole irakien dans une autre monnaie que le dollar américain. Il était alors temps de l'abattre. Mais pour envahir l'Irak, ils ont été obligés d'inventer l'exutoire de pseudo-armes de destruction massive. Et peu de temps après l'invasion américaine en Irak, le régime de Saddam tomba pour permettre à l'armée de s'emparer impunément des stocks d'or de l'Irak, seule véritable arme de destruction massive du pays. L'histoire de Goldman Sachs est la parfaite illustration de l'arrogance de la finance internationale. Cette institution ose, sans complexe, afficher sa toute-puissance dans la gouvernance des affaires du monde. Celui qui est l'un des plus grands banquiers de la planète croit fermement en son fort intérieur faire le travail de Dieu sur terre. Goldman Sachs joue certes un rôle important car en plus de faire partie du système de la Réserve fédérale, elle nomme et place ses agents à tous les postes et responsabilités internationaux. Et malgré des fraudes et des incompétences, cette banque a survécu à toutes les grandes crises. Et cette banque va avoir des responsabilités énormes dans la crise de 2008, tout comme Lehman Brothers ou George Soros. Mais alors que le système financier et les grandes banques mondiales étaient les uniques responsables de cette crise, ils n'ont pas eu beaucoup de soucis par rapport à leur niveau de responsabilité réel. Cette crise de 2008 témoigne en réalité d'une chose. Les grandes et puissantes banques mondiales étaient et restent encore invincibles et intouchables. Too big to fail, trop grosses pour tomber. Tous les peuples et États du monde savaient curieusement qui étaient les responsables de cette crise. Et ces États se sont empressés de les sauver plutôt que de les sanctionner. Et cela tout simplement parce que les coupables, les criminels étaient trop puissants. Par cette crise, les banquiers ont déclaré haut et fort « C'est nous qui volons, qui mentons, qui fraudons, mais à la fin,
c'est vous, le peuple, qui payez. Et malgré tout ça, le peuple ne se révolte toujours pas contre cette oligarchie financière. Seul la Lehman Brothers a servi de bouc émissaire pour atténuer la colère de l'opinion publique et s'est déclaré officiellement en faillite. Mais aucun responsable n'a été poursuivi et condamné. Et la Lehman n'aurait pas dû être la seule grande banque à faire faillite. Bon, il faut dire aussi que l'implication des grandes banques de Wall Street ne faisait pas la une des journaux. Mais en haut de la pyramide financière américaine, on retrouve la puissante Goldman Sachs, cette banque intouchable qui bénéficie de nombreux appuis au sein de la classe politique occidentale. D'ailleurs, Mario Monti, chef du gouvernement en Italie, avait lui aussi travaillé pour la Goldman Sachs. Il était là pour imposer la volonté des financiers internationaux à l'Italie. Cette crise financière de 2008 a commencé à toucher tous les pays du monde, en particulier d'Europe, où plusieurs institutions financières ont connu de très graves difficultés, mais elles ont été sauvées par l'intervention des États et des banques centrales. La raison de cette crise, c'est que les banques, en réalité, ne disposaient pas assez de ressources dans leurs caisses pour répondre aux besoins de leurs créanciers. C'est la Grèce qui a été le plus touchée par la crise. En effet, les créanciers des Grecs voulaient la mort d'Athènes. Ce saccage révèle que l'Union européenne est une structure pilotée par le grand capital, au détriment des peuples européens, qui sont placés sous son influence destructrice. Pour soi-disant sauver l'euro, la classe dirigeante européenne a mis en œuvre des politiques d'austérité qui n'ont fait qu'aggraver les problèmes économiques, sociaux et financiers. En France, par exemple, le chômage n'a pas cessé d'augmenter. En réalité, l'accroissement du chômage aurait pu être évité si la France n'avait pas fait partie de la zone euro. En Europe, la concentration d'un pouvoir monétaire et financier immense entre les mains de quelques-uns, alors que le plus grand nombre en est exclu, donne en réalité la possibilité de truquer et de fausser le processus démocratique comme aux États-Unis. Désormais, le maître de l'Europe n'est pas un quelconque chef d'État d'une grande nation, mais le véritable chef politique est celui qui détient le pouvoir monétaire de l'Europe. Le détenteur du seul vrai pouvoir est donc notre cher, super Mario Draghi, même si ce sont les créanciers internationaux, ces maîtres, qui décident au final. L'homme de Goldman Sachs, Mario Draghi, détient les réelles commandes en Europe. Et comme le déclarait un certain banquier francfortois quelques siècles auparavant, « Laissez-moi contrôler l'émission monétaire d'un pays et je me moque de qui fait les lois ». La Banque centrale européenne allait se montrer beaucoup plus autoritaire et influente envers les États membres, notamment en France, sous le mandat de François Hollande, et encore davantage sous la présidence du président banquier Macron. La Banque centrale européenne dirige en réalité la politique économique des pays membres de l'Union européenne, et cela activement depuis que Draghi a pris ses fonctions. Son pouvoir de battre monnaie lui donne en fait les pleins pouvoirs. Le système de la Banque centrale européenne ne vise qu'à enrichir toujours plus les créanciers. Les politiques nationaux sont forcés de respecter les règles de Bruxelles, elles-mêmes soumises aux influences des lobbies, des multinationales et à l'oligarchie bancaire mondialiste. L'euro a imposé à la France et aux autres pays de céder leur souveraineté monétaire à une institution non élue, la Banque centrale européenne. Nous sommes donc revenus à un état identique à la situation d'avant 1789. L'aristocratie et le clergé de l'argent règnent désormais. Le lien entre le citoyen et le contribuable a été rompu. Ce qui aggrave la crise de la démocratie, une crise dont l'euro est largement responsable et qui se manifeste par une abstention importante lors des scrutins et par la montée du communautarisme. Les Français, les Européens, étant pour la plupart de simples consommateurs manipulés par le marché, ils se précipitent ainsi vers la guerre civile programmée par l'oligarchie bancaire. La monnaie unique européenne jouera naturellement un rôle dans l'effondrement monétaire qui vient et dans l'instauration du futur système de totalitarisme financier. Comme nous allons le constater, un chaos monétaire ne serait pas préjudiciable pour tout le monde. Les Rothschild exercent une influence très importante partout dans le monde, même en Afrique. Ils contrôlent toujours les mines de diamants au Zimbabwe. La dynastie Rothschild, à elle seule, contrôle en réalité plus de richesses que peut-être 3/4 ou plus de la population totale du monde. Et aujourd'hui, Jeff Rothschild est vice-président de Facebook, derrière le médiatique Mark Zuckerberg, ce qui illustre également une puissance de l'information à grande échelle. Le capitalisme est en grande partie un produit de l'esprit juif.
Pour Bernard-Henri Lévy, les peuples d'Occident doivent payer leur part à Israël, car pour le philosophe talmudique, c'est bien par les Juifs que l'Occident a eu le bonheur de découvrir ce nouveau dieu, l'argent. Et il en est de même pour son ami, l'écrivain Jacques Attali. On ne peut bien sûr pas mettre tous les Juifs dans le même sac. On parle d'esprit juif. Ainsi, un chrétien peut avoir un esprit juif, et à l'inverse, un juif peut ne pas avoir cet esprit juif. On a aussi des grands magnats de la finance qui n'étaient pas juifs, comme Rockefeller ou Morgan. Et je tiens à signaler que le mot antisémitisme ne veut rien dire, car les Arabes sont aussi des sémites. Mais c'est vrai que l'histoire du monde fait que l'on associe les Juifs à la finance, aux banques et au pouvoir de l'argent. L'islam est la religion la plus sévère concernant le bon usage de la monnaie. Par conséquent, l'islam est en train de devenir l'ennemi prioritaire des banquiers mondialistes. Comme la religion chrétienne, l'islam interdit formellement la pratique de l'usure. Le monde musulman constitue donc un des derniers obstacles pour l'instauration définitive du nouvel ordre mondial et pour la réalisation du projet de l'oligarchie financière internationale. Le profit tiré d'un prêt à intérêt est même considéré comme un des plus grands péchés en islam, une sorte de pacte avec le diable qui doit être puni avec la plus grande sévérité. Pour les musulmans, l'intérêt est aussi grave que l'inceste. Et pourtant, on a des pays comme l'Arabie Saoudite qui mangent docilement le dollar en échange des richesses de leur pays, ou des groupuscules comme Daesh, Boko Haram et Al-Qaïda qui acceptent sans aucun problème le dollar. Saddam Hussein et Muammar Kadhafi ont tenté d'être moins dépendants de cette oligarchie financière. On sait comment les deux ont fini. Les usuriers cosmopolites essayent de remodeler le Moyen-Orient, majoritairement musulman, anti-usure, et qui n'est donc pas perméable au pouvoir de l'argent, hormis l'Arabie Saoudite et le Qatar. On le sait, les grandes familles de la finance mondiale, les Rothschild, les Warburg et les Rockefeller, ont toujours soutenu le projet sioniste, le sommet de la pyramide capitaliste, et les usuriers dans leur ensemble ont poussé les Occidentaux à accepter l'État sioniste, à le soutenir politiquement, militairement et économiquement. Mais ça a été bien plus difficile de faire accepter Israël aux nations du Moyen-Orient. Et pour instaurer leur nouvel ordre mondial avec comme capitale Jérusalem, il est nécessaire de créer un chaos encore plus grand que les deux guerres mondiales du XXe siècle. Ce nouvel ennemi du monde, désigné par les usuriers, doit impérativement être le monde musulman. Et ils rêvent de voir s'affronter l'Europe chrétienne face à la civilisation musulmane. Le choc de la civilisation, annoncé par Huntington dans son livre, ne vise encore une fois qu'à faire progresser le projet de l'oligarchie financière mondialiste. Ils ont déjà mis en œuvre des plans pour détruire les grandes nations arabes du Moyen-Orient. La guerre du Liban, la guerre entre l'Iran et l'Irak, la guerre du Golfe, l'intervention contre l'Irak en 2003, la guerre de Libye, la Syrie, la guerre civile en Égypte, les printemps arabes. Tout ça pour qu'ils subissent et acceptent de force le grand Israël et qu'ils soient soumis totalement à la finance internationale. Quant aux groupes comme Daesh et Al-Qaïda, ils servent les mêmes intérêts que leurs créateurs, l'oligarchie financière et en définitive Israël. Le terrorisme sert aussi d'excuse pour l'installation en Europe de régimes autoritaires. On aurait pu croire qu'après la crise de 2008, l'Occident allait se révolter contre ces banquiers qui provoquent la misère, le chômage depuis des décennies, mais c'était loin d'être le cas. Et même après la crise de 2008, il semble bien que l'influence des banques et des milieux financiers est encore augmentée sur les États occidentaux malgré la crise. Et en plus, l'Europe a été la première impactée par la destruction des nations arabes, avec leurs fausses révolutions et les guerres voulues par l'oligarchie financière internationale dans cette région du monde, car elle a vu une explosion des flux migratoires venus d'Afrique et du Moyen-Orient se diriger vers elle. L'Europe est donc submergée de réfugiés et de clandestins fuyant soit la destruction de leur pays comme l'Irak et la Syrie, mais aussi des pays d'Afrique, soit la misère comme le Soudan ou le Mali. La mort de Kadhafi a ouvert les portes de ces flux migratoires clandestins. Et ce flux migratoire est favorisé par les gouvernements à la solde des banquiers, qui favorisent activement cette immigration illégale, organisée par des réseaux mafieux liés à la finance offshore, afin de baisser fortement le coût du travail pour les salariés européens. Cet effondrement social est incarné par George Soros. Le célèbre président de la fondation Open Society participe activement au financement des passeurs mafieux de migrants. Soros est d'ailleurs l'exemple même du financier cosmopolite manipulateur et surtout responsable des malheurs de l'Europe. Il spécule
provoquent et profitent des crises. Puis ils donnent des solutions politiques qu'ils voudraient voir adoptées. Celui qui avait financé la campagne de Sarkozy a été remercié d'une drôle de façon. Kadhafi devait être éliminé parce qu'il voulait créer une monnaie panafricaine. En 2009, Kadhafi, alors président de l'Union africaine, avait même proposé aux États du continent africain de passer à une nouvelle monnaie indépendante du dollar américain. Son idée avait reçu les éloges de Ben Ali, le Tunisien, et de l'Égyptien Moubarak. Ce rêve des pays africains était en même temps un cauchemar pour les élites financières occidentales. Le rêve de Kadhafi est mort avec lui. Kadhafi est donc allé rejoindre son ami Sankara dans la tombe. Pour arriver à cette dictature du grand capital sur l'ensemble des nations du monde, l'argent va devoir encore une fois changer de forme. Le cartel bancaire souhaite désormais une monnaie totalement scripturale qui lui permettra d'accroître encore davantage ses pouvoirs et d'aller toujours plus en profondeur dans l'escroquerie bancaire et le contrôle des masses. Mais alors comment vont faire nos banquiers internationaux pour nous imposer la disparition de l'argent liquide ? Le premier argument avancé est que ce sont les terroristes et autres fous dangereux qui utilisent le cash. Donc pour ne pas nous faire exploser la gueule dans un coin de la rue, les gouvernements sont obligés d'aller vers son interdiction. Et maintenant on nous annonce qu'on peut attraper le coronavirus avec le cash. Décidément le terrorisme et la Covid-19 font bon dos. Plus besoin non plus de déclaration d'impôts, ils n'ont plus qu'à se servir. Avec la disparition du cash, tout achat sera surveillé, tracé, avec la possibilité de nous empêcher certaines transactions. En résumé, c'est la liberté dans l'esclavage. Le système monétaire mondial va bientôt s'effondrer de manière spectaculaire. Partout, c'est caviar et champagne pour les businessmen et pain sec et restes de table pour les autres. Partout, les économies sont vidées, pillées, creusées par des parasites financiers qui cherchent plus de profit en baissant les salaires, réduisant les avantages sociaux et les retraites, tandis que les grands faiseurs d'argent vivent la grande vie. Partout, on affame la bête pour gaver le maître. Cet effondrement monétaire va entraîner des conflits militaires et c'est le souhait de l'hyperclasse capitaliste mondialisée. Cet effondrement contrôlé du système financier est planifié pour concrétiser un autre projet politique qui dépasse la vampirisation des richesses du monde. Leur but ultime est la reconstruction du temple de Jérusalem. Ces questions religieuses ne sont pas éloignées des questions monétaires, car le projet du nouveau temple sera à tous les coups la Banque centrale mondiale, comme l'a prophétisé Jacques Attali. Et comme le disait si bien le poète Heinrich Heine, l'argent est le dieu de notre temps, et Rothschild est son prophète. La monnaie d'échange a perdu toute consistance pour devenir le plus grand mensonge de tous les temps, mais un mensonge que l'humanité considère de plus en plus comme un pouvoir divin. En réalité, la monnaie dévalorise tout ce qu'elle touche. Elle n'est pas la vie, mais la mort. Elle amène la fin du monde. Et en disparaissant de la terre, ce sont tous les maux du monde qui disparaîtront avec elle. Jésus disait qu'en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. L'antéchrist, c'est-à-dire le contraire de Christ, est aussi celui qui s'oppose à cette parole lorsqu'il affirme qu'il est bon de s'enrichir, alors même que cela se fait aux dépens de ceux qui sont dépouillés. Il serait bon de rappeler que la valeur absolue de toute chose, c'est la vie, et non l'argent. L'expression du veau d'or signifie avoir le culte de l'argent. Le veau d'or est devenu le symbole de la cupidité. Donc ceux qui ont pour projet de reconstruire le temple là, vont-ils adorer le Dieu d'Abraham ou adorer le veau d'or ? En tout cas, il y a bien un pays qui ne risque pas de redevenir une nation indépendante et souveraine en matière monétaire. Avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est toute l'oligarchie financière internationale et son projet de nouvel ordre mondial qui triomphe à nouveau avec le soutien financier de Rothschild et de Goldman Sachs. Finalement, dans quel système voulons-nous vivre en réalité ? Est-ce dans un système qui justifie les meurtres, les guerres, l'oppression, au motif de l'intérêt d'une petite oligarchie, ou bien dans un système basé sur le mérite, la lutte pour la justice, l'équité et la liberté ? Les élites juives ne sont pas à condamner pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles font. Et il est temps qu'elles répondent, comme l'ensemble des usuriers de leurs actes. Ce qu'il faut impérativement retenir de ce livre, c'est que la monnaie est plus forte que l'épée et toutes les armes à feu réunies. Soit nous prenons conscience de ce combat que nous devons livrer aux banques cosmopolites,
soit nous serons réduits définitivement en esclavage par ces familles qui sont à la tête de ces empires financiers dévastateurs. Merci de m'avoir écouté.